Salut, ici Maps! Cindy Landes, Booktube, m'a demandé au mois de juin si je pouvais faire mon top livre québécois à vie. Et ça doit faire 3 mois que je mijote la question et que j'angoisse et que je me demande, qu'est-ce que je pourrais mettre sur cette liste-là? Est-ce que le fait de faire des tops québécois à vie, je devrais faire attention parce que ça veut dire quelque chose au niveau de qui je suis? Est-ce que je devrais faire en sorte qu'il y ait certaines lectures nécessaires? Est-ce que ça veut dire lecture nécessaire? Est-ce que ça veut dire lecture que j'ai le plus aimée? Est-ce que ça veut dire lecture qui me soulève encore aujourd'hui, à laquelle je pense, toutes ces questions et toutes ces réponses que je n'ai pas. Finalement, j'ai quand même fait un choix. J'ai choisi 7 livres qui sont, en termes de livres, mes préférés à ce jour même. Qui sait s'ils seront mes préférés demain? Mais aujourd'hui, je m'arrête et j'ai finalement fait un choix pour des raisons variées et parfois émotives, sans aucune rationalité peut-être. Et ce sont ces 7 livres-là que je vous propose aujourd'hui qui font partie de mon top de livres québécois à vie. Ils sont pas en ordre en fait, parce que déjà les choisir ça a été dur. Ce sont toutes des lectures que j'ai beaucoup aimées et ce sont des lectures auxquelles je pense encore aujourd'hui. Mais les classer, ça se fait pas vraiment. Je vais commencer avec le premier livre qui se nomme Oser pour soi, écrit par Sandra Dussault. Si vous êtes depuis un petit moment sur ma chaîne, vous ne serez pas du tout surpris d'entendre le nom de cette autrice-là, et encore moins, peut-être même, le nom de ce livre-là. C'est très rare que j'aime les livres feel good. Je suis du genre à beaucoup plus aimer les livres qui font mal. Et dans ce livre-là, on va suivre 2 personnages en alternance, soit Suki et Cédric. Chaque personnage a une quête un peu à suivre, a des questions, est dans une période de questionnement, là, autour de 17 ans. Il doit un peu travailler sur lui-même, a quelque chose à découvrir de lui et va bénéficier de la présence de l'autre personne. Ce sont 2 personnages qui semblent n'avoir rien en commun. Et malgré les apparences, ils ont probablement plus quelque chose de complémentaire que l'on pourrait le croire. C'est un livre qui fait vraiment du bien. C'est un livre que je n'oublie pas, qui est un peu comme un mantra pour moi. Et définitivement, là, je pense que les 7 lectures que je vous présente maintenant, je m'engage à les relire en 2022. Pour voir s'il continue à être au top de ma liste ou si peut-être que je devrais réviser mes préférences. Donc, définitivement, là, c'est sûr que je vous fais un résumé comme ça, mais ça fait longtemps que j'ai lu ces livres-là, donc c'est difficile pour moi de vous faire un résumé à chaud. J'ai fait des vidéos pour, je pense, toutes ces lectures, donc je mets ça en barre d'informations. Si je vous parle par contre un petit peu plus de mon appréciation de ce livre-là, j'aime beaucoup la plume de Sandra Dussault, j'aime beaucoup aussi les thématiques qu'elle aborde, la manière qu'elle construit ses personnages qui sont complexes, puis avec différentes teintes de gris. Donc c'est une lecture que j'ai vraiment beaucoup aimée. C'est très rare que un voyage m'intéresse, mais on ressent que c'est pas tant le voyage qui est important que toutes les actions qui se passent durant ce voyage-là. Et il se passe aussi beaucoup de choses avant, parce que Suki et Cédric ne se parlent pas avant un certain événement. Donc voici mon premier choix pour mes tops québécois à vie. On s'en va vraiment complètement ailleurs avec ma deuxième suggestion. Parce qu'on s'en va avec du Nicolas Giguère, soit quelqu'un. Nicolas Giguère écrit de la poésie de ce format-là, sans majuscules et sans points. Mais pour moi, ça raconte beaucoup plus une histoire que être une expression de sentiments et de beauté, nature, etc. Donc pour moi, c'est pas aussi abstrait que ce qu'on peut s'attendre de manière stéréotypée peut-être. À de la poésie, pour moi, lire du Nicolas Giguère, c'est vraiment super accessible, c'est super facile et c'est super intéressant.
L'histoire de quelqu'un, en fait, c'est un personnage qui se nomme Nicolas Giguère, qui s'en va à un bar à chaque soir et qui aimerait ça se trouver quelqu'un. Il vit dans une petite municipalité, donc les chances d'avoir quelqu'un d'autre qu'il connaît pas déjà sont quand même assez minces, mais il survit un peu sur l'espoir. Il cherche quelqu'un pour maintenant, quelqu'un pour la vie, quelqu'un pour la nuit, mais il aimerait tout simplement être quelqu'un pour quelqu'un d'autre. Et c'est un peu ce que raconte cette histoire-là, ce livre-là. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que c'est vraiment pas un sujet pour moi qui devrait me toucher. J'ai pas la même expérience de vie que ce personnage-là. Le protagoniste, Nicolas Giguère, est un homme homosexuel et c'est un homme qui cherche vraiment beaucoup une relation. Élément que dans ma vie, j'ai pas eu cette passe-là, au contraire, j'ai très souvent été avec quelqu'un et j'ai jamais vraiment recherché à être avec quelqu'un. Et c'est là que je trouve ça intéressant parce que j'oublie pas ce livre-là et c'est une thématique qui devrait pas me toucher au préalable et que j'ai vraiment beaucoup aimé lire. J'ai trouvé que c'était bien écrit, j'ai trouvé que c'était intéressant, puis il y avait aussi plusieurs références qui faisaient un peu partie de mon époque. Donc, puis écoutez, ça se lit en 30 minutes, ce petit livre-là. Là. Vous devriez définitivement découvrir La Plume de Nicolas Giguère. Si vous n'êtes pas familier avec cet auteur-là, je pense que quelqu'un, c'est une bonne porte d'entrée comme première découverte de cet auteur-là. Mais définitivement, ça reste un de mes coups de cœur québécois à vie. Allons-y encore dans une toute petite lecture, mais malgré tout qui a beaucoup d'impact, et on s'en va avec La loi de la gravité d'Olivier Sylvestre. Encore une fois, ce livre-là aurait pas nécessairement dû me toucher et me faire réfléchir comme il m'a fait réfléchir, parce qu'on parle de deux protagonistes qui sont au secondaire, qui se posent beaucoup de questions sur eux, sur leur identité sexuelle, sur les relations avec les autres, sur amitié, amour. Ce sont deux personnages qui ont besoin de parler, qui ne savent pas vraiment écouter, sont pas dans cette période de vie-là. Et ça donne des conversations un peu sans queue ni tête parce qu'ils prennent pas le temps de s'écouter, ils ont juste besoin de parler. Donc les deux personnages parlent et se répondent, mais c'est vraiment particulier comme procédé. On voit qu'ils sont pas là pour répondre à l'autre, mais plutôt pour se répondre à eux-mêmes. C'est vraiment une recherche identitaire, puis on se pose des questions fondamentales. On est en recherche, en apprentissage de qui on est. On fait des erreurs, on blesse du monde, on se reprend. Puis on apprend de tout ça. C'est un livre qui se lit super rapidement et que j'ai trouvé vraiment avec un impact fort pour la grosseur de ce livre-là. Je l'avais lu d'une traite en revenant d'un salon du livre de Montréal, justement. Puis, c'est un livre que j'oublie pas et que je vais relire éventuellement. Définitivement. C'est en format de pièce de théâtre, avant que j'oublie. Au début, c'est un peu particulier parce que tout est écrit, alors qu'en pièce de théâtre, parfois, on nous explique pas tant de choses. C'est un format qui peut être un peu déstabilisant au début, mais donnez-y une petite chance, parce que c'est bien intéressant. En parlant de bien intéressant, on va y aller avec un ouvrage de Catherine Voyer-Léger qui s'appelle « Prendre corps ». Ce livre-là est bien intéressant. Il est séparé en plusieurs parties. En fait, la première partie, ce sont des parties du corps. Donc, un genou, une jambe, des cheveux, des yeux. Et il y a des petites anecdotes, ici vous voyez la rotule, sur ces différentes parties du corps-là. Il y a des petites histoires qui reviennent parce que la partie du corps va revenir de manière cyclique. Donc, à plusieurs reprises, puis on va continuer l'histoire qu'on avait commencée. Et dans la deuxième partie, on s'éloigne un petit peu plus, toujours proche du corps, mais on n'est pas directement avec des parties du corps. Par exemple, ecchymose. Ici, on a morsure, coupure. Donc, c'est des éléments qui ont un lien avec le corps, mais qui n'est pas nécessairement une partie du corps. Et c'est un livre, malgré tout, qui se lit vraiment rapidement parce qu'il est assez aéré, celui-là aussi. Mais je pense que je vais le relire et je vais vraiment prendre mon temps, genre une page par soir, puis rien lire pendant un petit moment proche de cette lecture-là. Parce qu'il y a quelque chose de vraiment intéressant, des réflexions sur qui on est, sur comme notre rapport à notre corps. Donc, c'est un ouvrage, ma foi, qui devrait être
plus discuté, plus mis de l'avant selon moi. Je vous disais que j'aime bien les livres difficiles et celui-là, c'est un exemple parfait qui m'obsède encore après des années. Je vous parle des Suicidés d'eau claire, écrit par Éric Mathieu. C'est une histoire vraiment difficile, ça commence, premier chapitre, par un suicide familial collectif. Et c'est un acte vraiment violent, c'est un acte qui semble avoir été décidé par tous, les enfants et les parents. Donc on se demande comment ça se fait, qu'est-ce qui s'est passé pour que tout le monde soit d'accord avec un tel geste d'une si grande violence. Et donc on retourne dans le temps et on va suivre les 4 personnages, 4 ou 3, oh pardon, 3. Il y a juste un enfant. Un enfant? Ouais, ok. Donc désolé, il y avait juste 3 personnes dans la famille. Donc, on va retourner puis on va suivre les 3 personnages, l'enfant et les 2 parents, chacun de leur petite vie. Et au fur et à mesure du livre, on va arriver au début, tu sais, à l'événement du suicide collectif. Et c'est un livre qui va vraiment deep, il est assez noir, c'est dur. Et on sait où est-ce que ça s'en va, mais pour moi, ce qui a été vraiment surprenant, c'est que j'ai compris pourquoi ils ont fait ça et c'est ça qui m'a troublée complètement. Parce que c'est pas un geste que j'approuve, forcément. Et là, je pouvais comprendre leur processus mental, leur situation familiale, leur situation individuelle qui les ont menés à ça. Et c'est ça qui me reste et que je trouve complètement horrible encore aujourd'hui. On ne pourrait pas être plus d'actualité qu'avec l'essai Le Boys Club de Martine Delvaux. D'ailleurs, lorsque j'ai lu ce livre-là, on n'était pas encore rendu à ces réflexions-là, tout le monde ensemble. Mais aujourd'hui, je me dis, faut vraiment que je le relise parce que je suis pas moi non plus à la même place que la première fois que je l'ai lu. Le Boys Club de Martine Delvaux, c'est un essai qui se lit, ma foi, très bien, où elle analyse des situations dans le passé qui ont resté et qui ont de l'impact encore aujourd'hui. On parle de métier, on parle d'organisation politique, d'organisation sociale, de groupes d'individus qui ont un impact sur la société d'aujourd'hui. On parle aussi du fait que les hommes ont toujours été très bons à se protéger entre eux. Lorsqu'il y a un homme qui faisait genre une bêtise, ben les autres gars ils disaient rien ou même ils participaient. Mais ça n'a jamais été la même chose avec des groupes de femmes. Les groupes de femmes ont beaucoup plus tendance à se juger et n'ont pas autant de solidarité. Ce qui fait la force du Boys Club, c'est la solidarité masculine. C'est le fait qu'ils sont des hommes blancs, hétéros, cis, riches et qui se protègent et qui sont bien contents de ça. Et qui acceptent dans un consensus non verbal qu'il va y avoir des trucs pas corrects qui vont se passer, puis eux, ça les regarde pas, ils vont rien dire. Ou ils vont être au courant, mais bon. Hein? Donc, c'est vraiment un ouvrage assez intéressant par rapport à ça. Et ça m'a définitivement donné envie de lire encore plus de Martine Delvaux. Je voulais terminer avec un 7e livre pour cette vidéo et je veux vous parler de Roux clair naturel de Fanny Demeule. J'ai lu les 2 livres, parce que dans le temps il y en avait juste 2, maintenant il y en a un 3e, mais j'avais lu Déterrer les eaux et par la suite Roux clair naturel. C'est une écriture assez particulière, on a des sujet obsessif. Autant dans Déterrer les eaux que dans Roux clair naturel, le sujet de l'obsession dans Déterrer les eaux, c'est le corps, le poids, le look, de quoi qu'on ressemble, de quoi qu'on a l'air. Tandis que l'obsession dans Roux clair naturel, c'est la couleur des cheveux. Et même si j'ai beaucoup aimé Déterrer les eaux, ce que j'ai encore plus aimé dans Roux clair naturel, c'est qu'il y a des moments qu'on a déjà lus dans Déterrer les eaux, qu'on relit dans Roux clair naturel, mais de la perspective de l'obsession des cheveux au lieu de l'obsession du corps. C'est vraiment un livre, ma foi, incroyable parce qu'on part d'une prémisse de cheveux. Tu sais, c'est assez banal comme affaire que la fille, elle se teint en rousse puis qu'elle fait croire qu'elle est rousse à tout le monde jusqu'au jour où elle tombe en amour avec un gars puis le gars il tombe en amour avec le fait qu'elle est rousse.
et elle peut pas lui dire la vérité qu'elle se teint, donc elle entre dans un cercle vicieux malsain et on vit avec elle cette angoisse-là qui pourrait découvrir qu'elle n'est pas vraiment rousse et quelles implications que ça pourrait avoir. Vraiment, c'est un livre qui m'avait vraiment troublée et c'est une autrice dont je veux suivre la carrière, elle aussi. Donc ça fait mon petit tour pour mes tops québécois à vie. J'aurais pu en mettre vraiment beaucoup plus là-dedans. Il y a sûrement des auteurs que vous êtes surpris qui ne sont pas dans cette liste-là. J'ai dû faire un choix complètement émotif et non rationnel, hein, forcément. Il n'y a pas de critères plus que ce que je retiens et à quel point ces livres-là m'habitent encore. Et c'est la sélection de 7 livres que j'ai choisis. Alors, si j'ai dû faire l'expérience, je vous demande, et vous, ça serait quoi vos top livres québécois à vie? Sur ce, si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à le faire en dessous de ma vidéo. Je publie des vidéos assez fréquemment dans une semaine. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à vous inscrire à ma chaîne. Sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures.